Les mains de la banquière tremblaient plus fort que les miennes, et c'était moi qui venais d'être expulsé de mon propre mariage avec 37,72 € à mon nom. Monsieur, a-t-elle dit en fixant son écran comme s'il venait de lui parler. J'ai besoin que vous veniez avec moi tout de suite. S'il vous plaît, ne partez pas. Je me tenais là, dans le hall d'une succursale bancaire que je n'avais pas visitée depuis 3 ans, tenant une carte de débit rayée qui appartenait à une femme morte depuis le printemps 2023. Et je n'avais aucune idée que dans les 20 minutes qui allaient suivre, j'allais apprendre que tout ce que je croyais savoir sur ma mère, mon mariage et mon propre nom étaient sur le point de voler en éclats. Je m'appelle Théodore Chevalier. J'ai 39 ans et, jusqu'à il y a 6 semaines, j'étais analyste financier dans l'une des sociétés privées de promotion immobilière les plus respectées de Paris. J'avais un bureau d'angle au 22e étage avec vue sur la Seine. J'avais une femme nommée Evelyne qui venait de l'une des familles les plus riches d'Île-de-France. Et je n'avais absolument aucune idée que la femme autour de laquelle j'avais construit toute ma vie d'adulte avait déjà décidé, des mois plus tôt, de la façon exacte dont elle allait se débarrasser de moi. Avant que je ne vous dise ce que cette banquière a trouvé, vous devez comprendre comment un homme passe d'un bureau d'angle à la Défense à se retrouver debout dans le hall d'une banque de Montreuil avec des trous dans ses chaussures. Parce que rien de tout cela n'est arrivé par accident. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi ma mère a passé les 20 dernières années de sa vie à garder un secret si énorme que même moi, je n'aurais pas pu le deviner. Si vous êtes nouveau ici, c'est exactement le genre d'histoire que nous racontons sur cette chaîne. De vraies trahisons, de vrais naufrages familiaux, et le genre de justice qui prend son temps mais finit toujours par arriver. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez. Et si cette histoire vous captive comme je le pense, mettez un j'aime avant d'aller plus loin. Croyez-moi, vous allez vouloir voir comment ça se termine. J'ai grandi dans un petit immeuble de 3 étages dans une rue étroite de Saint-Denis, le genre de bâtiment où l'on pouvait entendre les télévisions des voisins à travers les murs. Mon père, François Chevalier, était mécanicien pour la RATP et il est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 9 ans, s'effondrant dans un centre de maintenance à Boulogne-Billancourt un mardi matin ordinaire. Après cela, il n'y a plus eu que ma mère, Éléonore, ma grande sœur, Claire, et moi. Éléonore Chevalier a enseigné en classe de CM2 dans une école publique de Créteil pendant 31 ans. Elle découpait des bons de réduction. Elle a conduit la même Peugeot pendant 14 ans. De toute mon enfance, elle n'a jamais mentionné posséder quoi que ce soit de plus précieux que son alliance. Elle a travaillé si dur pour s'assurer que Claire et moi ne ressentions jamais ce qui nous manquait que j'ai sincèrement cru que nous étions simplement une famille ouvrière ordinaire qui avait joué de malchance. J'ai étudié la finance à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne grâce à des bourses et des prêts, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, et j'ai décroché un poste d'analyste au groupe de développement Sinclair, une entreprise qui achetait et construisait discrètement dans le 8e arrondissement. À la Défense et à Boulogne-Billancourt depuis plus de 60 ans. C'est là que j'ai rencontré Evelyne de Sinclair. Evelyne était la fille unique de Bernard de Sinclair, le PDG de l'entreprise, et la petite fille de son fondateur. Elle avait 31 ans quand nous nous sommes rencontrés, vive, magnétique, le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce remplie d'investisseurs 2 fois plus âgés qu'elle et les faire manger dans le creux de sa main en 10 minutes. J'en avais 28, je remboursais encore mes prêts étudiants, je vivais toujours dans un studio à Montreuil avec un matelas à même le sol parce que je n'avais pas eu le temps d'acheter un sommier. Quand elle a ri à quelque chose que j'ai dit lors d'une réunion trimestrielle sur les résultats, j'ai eu l'impression d'avoir gagné quelque chose. En moins d'1 an, nous étions fiancés. En 2 ans, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie dans un club privé surplombant la Seine qui a coûté plus cher que ce que ma mère gagnait en 3 ans d'enseignement. Ma mère s'est assise au 2e rang ce jour-là, dans une robe qu'elle avait achetée en solde, souriant poliment, tandis que la mère d'Evelyne, Constance, la présentait aux autres invités comme la mère de Théodore. N'est-ce pas mignon, avec un ton qui indiquait clairement où elle pensait qu'Éléonore Chevalier avait sa place sur la liste des invités. Les premières années, je me suis dit que la différence de classe sociale n'avait pas d'importance. La famille d'Evelyne m'a donné un titre, un plus grand bureau, une place à des réunions que je n'aurais jamais atteintes au seul mérite. Pas aussi vite. Je me suis dit que je l'avais mérité. Que Bernard de Sinclair respectait mes analyses, mes chiffres, mon instinct. J'ai ignoré la façon dont Constance corrigeait ma grammaire lors des dîners. J'ai ignoré la façon dont les amis d'Evelyne me demandaient dans quelle école privée j'étais allé, et la lueur de quelque chose de désobligeant qui traversait leur visage quand je répondais, les écoles publiques de Saint-Denis. J'ai tout ignoré parce que je l'aimais et parce que,
pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir ma place quelque part d'important. Nous avons acheté un hôtel particulier sur l'île Saint-Louis, le genre avec des fenêtres aux vitres teintées et des balustrades en fer forgé, et je l'ai rempli de meubles choisis par le décorateur d'Evelyne parce qu'apparemment, je n'avais pas l'œil pour ça. 9 ans ont passé ainsi. Et puis, il y a environ 1 an et demi, tout a commencé à changer. Et ça a changé si lentement qu'au moment où je m'en suis rendu compte, j'étais déjà au bord du précipice. Cela a commencé par des soirées tardives. Evelyne avait toujours fait de longues heures pour gérer les relations publiques et la clientèle de l'entreprise. Donc, au début, je n'ai rien pensé de particulier quand elle a commencé à rester au bureau jusqu'à 21h, 22h, et parfois au-delà de minuit. Ensuite, il y a eu les appels téléphoniques à huis clos, la façon dont elle emportait son téléphone dans la salle de bain, le soudain intérêt pour un nouveau parfum que je ne lui avais jamais acheté. Je veux être honnête avec vous. Une partie de moi savait. La même partie de moi qui avait construit une carrière en lisant des états financiers pour y trouver le mensonge caché dans les chiffres savait que quelque chose dans ma propre vie ne tournait pas rond. Mais je n'ai pas eu le courage de vérifier. J'étais terrifié à l'idée de ce que j'allais trouver, car si je le trouvais, je devrais faire quelque chose à ce sujet. Et faire quelque chose signifiait risquer la seule vie que je connaissais depuis une décennie. Alors, j'ai fait ce que font beaucoup d'hommes effrayés. J'ai travaillé de plus longues heures. Je me suis dit que j'imaginais des choses et j'ai fait profil bas au groupe de développement Sinclair, même quand j'ai commencé à remarquer des irrégularités dans les comptes de capitaux dont personne ne voulait parler. Le nom qui a fini par rendre les choses réelles était Guillaume Arnaud. Guillaume était le directeur financier de l'entreprise, un homme d'une 40aine d'années, séduisant et beau parleur, qui avait rejoint le développement Sinclair à peu près au même moment où Evelyne et moi nous étions mariés. Lui et Bernard de Sinclair étaient devenus proches au fil des années. Assez proches pour que Guillaume soit souvent celui qui s'asseyait à côté de Bernard lors des réunions du conseil d'administration à ma place. Assez proches pour que les gens commencent à le qualifier discrètement de « fils que Bernard n'a jamais eu ». J'ai découvert la liaison de la même manière que j'ai découvert la plupart des choses dans ce mariage, par accident et beaucoup trop tard. J'étais rentré tôt d'une visite de chantier à Boulogne-Billancourt un jeudi après-midi et j'avais trouvé le téléphone d'Evelyne allumé sur l'îlot central de la cuisine de notre hôtel particulier. 3 appels manqués de Guillaume Arnaud. Un aperçu de SMS visible sur l'écran de verrouillage qui disait « J'ai hâte d'être à ce soir ». Même chambre à l'hôtel vue sur Seine. Mes mains sont devenues glacées. Je ne l'ai pas confronté. J'ai repensé à cette décision tous les jours depuis, me demandant si j'aurais dû le faire, si cela aurait changé quelque chose. Mais au lieu de cela, j'ai engagé un détective privé du nom d'Olivier Marchand, un enquêteur retraité de la préfecture de police de Paris spécialisé dans ce genre de travail discret et dévastateur. Et je lui ai demandé de tout découvrir. Ce qu'Olivier a trouvé a pris 3 semaines à compiler et environ 4 minutes pour me détruire. Evelyne et Guillaume entretenaient une relation depuis au moins 11 mois. Ils se retrouvaient dans un hôtel-boutique à La Défense 2 fois par semaine, toujours prudents, payant toujours en espèces. Mais ce n'était pas seulement une liaison. Le rapport d'Olivier, croisé avec des documents financiers que j'ai discrètement extraits des systèmes internes de l'entreprise en utilisant un accès que personne n'avait pris la peine de révoquer, a révélé quelque chose de bien plus important. Guillaume Arnaud restructurait la dette du développement Sinclair depuis plus de 2 ans, contractant des prêts sur des propriétés dont l'entreprise n'avait pas réellement les titres de propriété libres de tout droit. Détournant des parts du capital des investisseurs vers des sociétés écrans enregistrées au Luxembourg, et utilisant la différence pour soutenir 2 projets immobiliers en difficulté à Boulogne-Billancourt dont Bernard de Sinclair s'était porté personnellement garant. Evelyne n'était pas seulement au courant pour la liaison, mais aussi pour l'argent. J'ai trouvé un fil de main transféré via un compte personnel où elle discutait de la restructuration du rôle de Théodore une fois les projets de Boulogne-Billancourt conclus, une formulation qui montrait clairement que j'étais en train d'être évincé de mon mariage et de mon travail en même temps. Par les mêmes personnes. Je veux faire une pause ici et vous dire quelque chose que je ne comprenais pas encore, debout dans ma propre cuisine avec le rapport de ce détective privé entre les mains. Ma mère était décédée 3 ans plus tôt d'un accident vasculaire cérébral soudain, paisiblement dans son sommeil dans la même petite maison de Saint-Denis où j'avais grandi. À l'époque, trier ses modestes affaires avait pris un après-midi. Quelques boîtes de photographie, quelques meubles usés que Claire et moi nous étions partagés, et un vieux portefeuille dans le tiroir de sa table de nuit que j'avais jeté dans une boîte à chaussures sans y repenser, car il ne contenait qu'un seul objet. Une carte de débit périmée et ébréchée d'une petite banque de Montreuil, liée à un compte que je supposais fermé ou vidé depuis des années.
J'avais gardé cette carte pour des raisons sentimentales et rien d'autre. Je n'avais aucune idée, absolument aucune, qu'à l'intérieur de ce petit rectangle de plastique se trouvait la réponse à une question que je n'avais même pas songé à poser. Il y a 6 semaines, un mardi matin, Evelyne m'a remis les papiers du divorce devant un café dans notre propre cuisine, la même cuisine où j'avais trouvé son téléphone allumé avec le nom de Guillaume. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas demandé si nous pouvions arranger les choses. Elle a fait glisser le dossier sur l'îlot en marbre comme si elle me remettait un contrat de location et a dit « Les avocats de mon père ont rédigé cela il y a des mois, Théodore. C'est déjà vérifié. Il n'y a vraiment rien à discuter. » J'ai appris plus tard que le contrat de mariage que j'avais signé 9 ans plus tôt à l'époque où j'avais 28 ans, où j'étais éperdument amoureux et où je n'avais pas mon propre avocat pour le relire, comportait une clause stipulant que tout poste que j'occupais au sein du groupe de développement Sinclair était considéré comme un avantage du mariage et non comme un emploi indépendant. Dès l'instant où le divorce a été finalisé, mon licenciement l'a été aussi. On m'a donné 72 heures pour libérer l'hôtel particulier de l'île Saint-Louis, qui avait été acheté entièrement avec l'argent de la famille Sinclair et n'avait jamais été à mon nom pour commencer. Constance de Sinclair se tenait dans le hall pendant que je faisais mes cartons, les bras croisés, me regardant descendre les boîtes par le même escalier par lequel j'avais porté Evelyne lors de notre nuit de noces, et elle a prononcé les mots qui sont restés coincés dans ma poitrine depuis. Tu as toujours été un arrangement temporaire, Théodore. Je pense que tu le savais. Evelyne n'est même pas descendue pour dire au revoir. J'ai emménagé dans la chambre d'amis de ma sœur Claire à Créteil avec 4 cartons, une valise, et un compte courant qui avait été discrètement vidé jusqu'à atteindre 1012 € au cours des mois précédents. Des virements que je n'avais pas remarqués parce qu'Evelyne s'était toujours occupée de nos finances communes pour que je n'ai pas à m'en soucier. Claire est infirmière en pédiatrie, elle-même divorcée, élevant 2 adolescents seuls, et elle n'a pas posé une seule question accusatrice quand je suis arrivé sur son palier ce soir-là, ressemblant à un homme qui venait de se faire renverser par un camion. Elle m'a juste serré dans ses bras et a dit « Le canapé est convertible. Reste aussi longtemps que tu en as besoin. » J'ai passé le mois suivant à postuler à des emplois dans la finance à travers la ville, du quartier de la Bourse au quartier des affaires jusqu'aux entreprises de Courbevoie, sans aucun succès. Parce qu'il s'avère que lorsque votre dernier employeur est l'entreprise de la famille de votre ex-femme et que votre licenciement est lié à un divorce très public et très sordide dont la moitié du monde de l'immobilier parisien a déjà parlé, les recommandations deviennent vite compliquées. J'ai vendu ma montre. J'ai vendu un ensemble de clubs de golf que je n'avais pas utilisé depuis des années. À la 5e semaine, il ne me restait plus que 37,72 €, je mangeais du riz et des œufs à la table de la cuisine de Claire, en me demandant comment un homme qui avait l'habitude d'analyser des portefeuilles d'investissement à 8 chiffres pour gagner sa vie avait pu en arriver là. C'est Claire, en fait, qui m'a poussé vers la réponse, bien qu'aucun de nous ne le sût à ce moment-là. Nous avons passé un samedi après-midi à enfin trier les cartons de la maison de notre mère qui traînait dans son garage depuis 3 ans, intacte, parce que le deuil a le don de vous faire ressentir des boîtes en carton comme quelque chose que vous n'êtes pas prêt à ouvrir. Dans l'une d'elles, enveloppée dans une écharpe en laine que notre mère portait tous les hivers, se trouvait la boîte à chaussures avec son vieux portefeuille à l'intérieur. Le cuir était craquelé. À l'intérieur, il y avait 88 € en espèces, une photographie décolorée de mon père datant d'avant ma naissance, une carte d'identité scolaire plastifiée de l'école primaire de Créteil, et cette carte de débit émise par une petite institution appelée la Banque d'épargne de Montreuil. Une banque dont je me souvenais vaguement que ma mère avait mentionné 1 ou 2 fois pendant mon enfance, bien que j'ai toujours supposé que c'était simplement là qu'elle gardait son modeste salaire d'enseignante. Tu devrais voir s'il reste quelque chose dessus, a dit Claire, à moitié sérieuse. Surtout pour essayer de me faire rire. Paye-toi un café. Dieu sait que tu en aurais bien besoin. Je ris aussi, car l'idée que ma mère, une institutrice d'école publique qui conduisait une Peugeot vieille de 14 ans, ait laissé derrière elle une somme d'argent significative sur un compte courant oublié, ressemblait à une blague. Mais je n'avais plus rien à perdre, et tout un mardi sans rien pour le remplir. Alors, le lendemain matin, je me suis rendu à l'agence de la Banque d'épargne de Montreuil sur l'avenue de la République, principalement pour voir si la carte fonctionnait encore. La guichetière qui m'a accueilli, une jeune femme nommée Nadia Fares, a pris la carte et ma pièce d'identité, a tapé sur son clavier pendant un moment, puis son expression a changé d'une manière que je n'ai jamais oubliée. Elle s'est figée. Elle a regardé l'écran à nouveau, puis elle m'a regardé, puis est retournée à l'écran, a ensuite décroché le téléphone de son bureau sans un mot d'explication et a dit doucement dans le combiné, « J'ai besoin de Monsieur Delma maintenant. »
C'est une alerte de fiducie patrimoniale. Je me tenais là, confus, supposant qu'il y avait eu une sorte d'alerte à la fraude, peut-être un compte gelé pour activité suspecte, me préparant à une autre humiliation à ajouter à la pile. Au lieu de cela, un homme d'une cinquantaine d'années en costume gris est sorti d'un bureau à l'arrière dans les 90 secondes, se déplaçant plus vite que n'importe quel directeur de banque ne devrait le faire, et s'est présenté comme le responsable des fiducies et successions de l'agence. « Monsieur Chevalier », a-t-il dit, et sa voix avait une douceur étrange et prudente, comme s'il parlait à quelqu'un qui venait d'avoir un accident de voiture. « Monsieur, j'ai besoin que vous veniez avec moi. S'il vous plaît. Il y a certaines choses concernant ce compte qui nécessitent la présence d'un avocat, et étant donné l'ampleur de ce que nous regardons, je ne pense pas que vous ayez envie d'entendre ça debout dans un hall. » Ils m'ont conduit dans une petite salle de réunion à l'arrière de l'agence. Et c'est là que Nadia Fares a prononcé les mots qui ont ouvert la porte à tout le reste. « Monsieur, regardez vite ça », a-t-elle dit, tournant son moniteur vers moi avec des mains qui, je l'ai remarqué, tremblaient vraiment. Ce compte a été signalé pour notification légale depuis 1998. Il est lié à une fiducie qui est inactive depuis plus de 25 ans. Et au moment où cette carte a été utilisée, le système a automatiquement alerté notre division des successions et un cabinet d'avocats répertorié comme conseil de la fiducie. Sur l'écran, il y avait un solde de compte de 2 954 120 €. Je me souviens l'avoir fixé et avoir pensé qu'il devait y avoir une virgule au mauvais endroit, que c'était une sorte d'erreur de saisie, car la femme à qui appartenait ce compte découpait des bons pour obtenir des réductions à l'épicerie et avait conduit la même Peugeot pendant 14 ans. Monsieur Delma, le responsable de l'agence, a fait glisser une carte de visite sur la table. « C'est Martine Delorme », a-t-il dit. Elle est associée principale chez Delorme, Fontaine et Valais dans le centre-ville. Et elle est l'avocate fiduciaire de ce compte depuis plus de 2 décennies, attendant exactement ce moment. Je vous suggère de l'appeler avant de quitter le bâtiment. Monsieur Chevalier. Elle voudra vous voir aujourd'hui. J'ai appelé Martine Delorme depuis le parking de la banque, les mains tremblantes au point que j'ai fait tomber mon téléphone 2 fois. Elle n'a pas du tout semblé surprise d'avoir de mes nouvelles. Au contraire, elle avait l'air soulagée, comme si elle attendait ce coup de téléphone exact depuis des années. Théodore Chevalier, a-t-elle dit, je me demandais quand vous utiliseriez enfin cette carte. Votre mère m'a dit que vous finiriez par le faire une fois que vous n'auriez plus rien à perdre. Elle vous connaissait mieux que vous ne le pensez. 2 heures plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence au 11e étage d'un immeuble du quartier de la Bourse, face à une femme de 71 ans aux cheveux argentés, avec la voix calme et mesurée de quelqu'un qui a passé toute sa carrière à garder les secrets des autres. Martine Delorme a ouvert un dossier en cuir et a fait glisser un document de l'autre côté de la table, accompagné d'une enveloppe scellée avec mon nom écrit sur le devant avec l'écriture de ma mère, une écriture que je n'avais pas vue depuis 3 ans et que j'aurais reconnue n'importe où. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 2 essais pour l'ouvrir. Théodore, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as enfin utilisé la carte. Et cela signifie que je suis parti. Et cela signifie que tu en es au point où tu en as plus besoin, que ta fierté ne t'oblige à la refuser. Je suis désolé de ne jamais te l'avoir dit. Je me suis dit pendant des années que c'était pour te protéger. Et peut-être que c'était le cas. Mais pour être honnête, c'était en partie parce que j'avais honte de ce qui est arrivé à ton grand-père, et honte d'avoir eu trop peur pendant trop longtemps pour me battre pour ce qui lui a été volé. Ton grand-père, Gauthier Vasseur, était mon père. En 1962. Il a cofondé une petite société de promotion immobilière avec un jeune homme ambitieux nommé Henri de Sinclair. Ils l'ont appelé Développement Sinclair et Vasseur, et ils l'ont construite ensemble à partir de 2 bureaux loués à Boulogne-Billancourt avec 18 400 € chacun. J'ai lu ce nom 2 fois avant qu'il ne fasse tilt. Sinclair. Le nom de jeune fille de ma mère, le nom que j'avais vu exactement une fois sur son ancien certificat d'enseignement sans jamais y prêter attention, était Vasseur. Et l'homme avec qui son père avait fondé une entreprise, l'homme dont l'entreprise est finalement devenue le groupe de développement Sinclair, l'entreprise qui m'employait, l'entreprise dans laquelle je m'étais marié. L'entreprise que la famille de mon ex-femme dirigeait depuis 60 ans comme si elle ne leur avait jamais appartenu qu'à eux, cette entreprise avait effacé le nom de mon grand-père de son histoire avant même que je ne sois né. La lettre continuait. En 1968, selon ma mère, Henri de Sinclair avait accusé Gauthier Vasseur de détourner des fonds d'un compte de projet, une accusation qu'Éléonore a toujours cru fabriquée de toutes pièces, orchestrée pour forcer son père à partir à un moment où il était vulnérable.
se remettant d'une grave maladie et incapable de se défendre avec la force que l'accusation exigeait. Gauthier a été contraint de céder ses actions ordinaires pour une fraction de leur valeur sous la menace d'un scandale public qui aurait détruit sa réputation et le statut de sa famille dans la communauté. Mais Martine Delorme, assise en face de moi dans cette salle de réunion, m'a expliqué ce que la lettre de ma mère ne faisait que sous-entendre. L'avocat qui avait rédigé l'accord de partenariat original de 1962 avait structuré la participation de Gauthier Vasseur avec une petite catégorie d'actions privilégiées facilement ignorées, comportant une clause de réinvestissement des dividendes et une protection anti-dilution que personne au développement Sinclair n'avait pris la peine de revoir en 6 décennies parce que tout le monde supposait que ces actions avaient été éteintes avec le reste de la position de Gauthier. Ce n'était pas le cas. 12% des capitaux propres fondateurs initiaux, protégés contre tout événement de dilution pendant 57 ans, dormant discrètement dans une fiducie que le cabinet de Martine Delorme avait administrée dans un silence presque total depuis 1998. L'année où ma mère a finalement découvert l'oubli par elle-même en parcourant les papiers de son père mourant, et a décidé, pour des raisons qu'il m'a fallu des semaines pour comprendre pleinement, de ne rien dire et de simplement attendre. Votre mère est venue me voir en 1998, m'a dit Martine Delorme, avec un dossier de documents qu'elle avait trouvé dans le bureau de son père après son décès, montrant exactement ce qui lui était arrivé 30 ans plus tôt. Elle voulait exposer l'affaire immédiatement. Je lui ai conseillé d'y réfléchir attentivement. Henri de Sinclair était encore en vie à l'époque, puissant, procédurier, avec une équipe juridique qui aurait enterré une institutrice et son modeste héritage sous des appels judiciaires pendant une décennie. Elle a fait un autre choix. Elle a laissé la fiducie reposer, les dividendes étant réinvestis discrètement chaque année. Et elle a attendu. Elle me disait: Martine, un jour mon fils aura plus besoin de cela qu'il n'a besoin d'entendre la vérité maintenant. Et quand ce jour arrivera, je veux que le compte soit si important et si indéniable que personne ne pourra l'enterrer sous la paperasse comme ils ont enterré mon père. Je suis resté assis là, absorbant le fait qu'en raison de décennies de capitalisation et d'émissions d'actions contre lesquelles la clause antidilution de l'accord initial protégeait, cette participation de 12% avait atteint sur le papier quelque chose de plus proche de 21% des actions en circulation actuelles du groupe de développement Sinclair, une société désormais évaluée sur le marché privé à environ 228 millions d'euros. 21% de cela n'était pas seulement de l'argent. C'était un bloc de vote suffisamment important, combiné avec une poignée d'investisseurs minoritaires que Martine Delorme avait déjà discrètement identifiés comme étant mécontents de la direction de Bernard de Sinclair, pour exiger un audit financier complet de l'entreprise. Ma propre entreprise, l'entreprise de la famille de mon ex-femme, celle qui venait de me jeter dehors avec 37,72 € en poche. Je ne cacherai pas que j'ai longuement réfléchi à cette décision, car je veux être honnête avec vous sur un point. Mon premier instinct n'a pas été le triomphe. Ce fut la peur, et une étrange tristesse teintée de culpabilité, car prendre cela au sérieux signifiait admettre que ma mère avait porté ce fardeau seule pendant 25 ans. Me regardant épouser la famille même qui avait détruit son père, ne disant rien, me protégeant d'une vérité qu'elle pensait que je n'étais pas prêt à entendre. Claire a pleuré quand je le lui ai dit, assis à la table de sa cuisine ce soir-là. Et puis elle m'a posé la question qui comptait le plus. Qu'est-ce que tu vas en faire, Théo? Parce qu'il y a une version de cette histoire où tu deviens exactement comme eux, et je ne veux pas ça pour toi. Je lui ai dit la vérité. Je ne voulais pas me venger pour le simple plaisir de me venger. Mais je voulais que la vérité éclate au sujet de mon grand-père, au sujet de ce que Guillaume Arnaud et le père d'Evelyne faisaient réellement avec l'argent des investisseurs depuis 2 ans. Parce que cette fraude ne me faisait pas de mal qu'à moi. Elle allait faire du mal à tous les fonds de pension et aux petits investisseurs qui avaient confié leurs économies de retraite au groupe de développement Sinclair. De la même manière que Gauthier Vasseur avait autrefois confié le travail de sa vie à Henri de Sinclair. Martine Delorme et moi avons passé les 3 semaines suivantes à monter le dossier, discrètement, méthodiquement, de la manière dont elle s'y était manifestement préparée depuis des années. Nous avons fait appel à une experte comptable judiciaire nommée Camille Nguyen, qui a confirmé tout ce que l'enquête d'Olivier Marchand avait déjà suggéré au sujet des transferts vers les sociétés écrans de Guillaume Arnaud. Nous avons officiellement activé ma position de fiduciaire, avec les conseils de Martine, nous avons contacté en privé 4 actionnaires minoritaires de la société. Des amis de longue date de la famille des partenaires originaux de mon grand-père qui n'avaient jamais totalement fait confiance à Bernard de Sinclair et n'avaient tout simplement jamais eu le pouvoir de le contester. Combiné à mes 21%, nous contrôlions un peu plus de 38% des droits de vote.
Assez, selon les propres statuts de l'entreprise, pour convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires et exiger un audit indépendant. Je veux que vous preniez un instant pour mesurer l'ironie de la situation, car je l'ai certainement fait. 9 ans plus tôt, j'étais entré au groupe de développement Sinclair en tant qu'outsider reconnaissant d'avoir une place à la table. Maintenant, j'y retournais en tant qu'héritier majoritaire aligné de la fortune même que la famille avait passé 60 ans à prétendre ne jamais exister. La réunion d'urgence a été convoquée un jeudi soir dans une salle de bal surplombant la Seine, la même salle, d'ailleurs, où le groupe de développement Sinclair avait organisé son gala du 60e anniversaire 3 ans plus tôt, un événement qu'Evelyne avait planifié jusqu'aux arrangements floraux. Cette fois, sur l'insistance de Martine Delorme, nous avons programmé notre révélation pour la soirée du dîner annuel des investisseurs de l'entreprise, au moment où tous les acteurs majeurs, chaque membre du conseil d'administration, et de façon non fortuite. Evelyne de Sinclair et Guillaume Arnaud seraient déjà dans la salle. Je suis entré vêtu d'un costume que Claire m'avait aidé à choisir, la première chose neuve que je m'étais achetée en 6 semaines, et j'ai observé le visage d'Evelyne quand elle m'a vu à la porte. Elle a d'abord eu l'air confuse, puis agacée, supposant clairement que j'étais venu faire une scène par désespoir. Bernard de Sinclair a même ri quand la sécurité m'a laissé passer, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. « Théodore, a-t-il dit, j'admire ton culot de te pointer ici après tout ça. T'es venu mendier pour récupérer ton ancienne place de parking. » Je ne lui ai pas répondu. Je me suis dirigé vers la petite estrade où la présentation financière de la soirée devait commencer, et j'ai poliment demandé à la salle 5 minutes de son temps avant les discours prévus. Martine Delorme s'est tenue à mes côtés pendant que j'exposais les faits devant une salle remplie d'investisseurs. De membres du conseil d'administration et de l'élite immobilière parisienne, la même salle qui m'avait jadis regardé entrer dans cette famille sous des applaudissements polis et condescendants. J'ai expliqué, sans élever la voix, que je détenais par le biais d'une fiducie établie par mon défunt grand-père, Gauthier Vasseur, et protégée discrètement pendant 25 ans par ma mère une participation de 21% dans le groupe de développement Sinclair. Une participation que les propres documents fondateurs de l'entreprise confirmaient n'avoir jamais été légalement annulée. J'ai vu le visage de Bernard de Sinclair prendre la couleur des nappes. J'ai expliqué qu'aux côtés de 4 autres actionnaires se tenant désormais à mes côtés à l'avant de la salle, nous représentions un peu plus de 38% des droits de vote et que nous invoquions formellement notre droit, en vertu des statuts de l'entreprise, d'exiger un audit judiciaire indépendant fondé sur des preuves documentées selon lesquelles le directeur financier, Guillaume Arnaud, avait au cours des 2 années précédentes détourné des capitaux d'investisseurs via des sociétés écrans non divulguées pour renflouer 2 projets immobiliers défaillants à Boulogne-Billancourt, garantis personnellement par Bernard de Sinclair. Guillaume s'est levé si vite que sa chaise a basculé en arrière avec fracas. Evelyne n'a pas bougé du tout. Elle s'est contentée de me fixer et, pour la première fois en 9 ans de mariage, j'ai vu une véritable peur traverser son visage à la place du masque composé et étudié qu'elle portait chaque jour depuis que je la connaissais. La salle a explosé, comme le font les salles pleines d'investisseurs lorsqu'ils réalisent que leur argent est peut-être en train de s'évaporer. 2 des plus gros investisseurs extérieurs de développement Sinclair, un gestionnaire de fonds de pension nommé Hugues Renard et une représentante de Family Office nommée Juliette Perrault, se sont tous deux levés et ont immédiatement appuyé la demande d'audit. Déclarant plus tard aux journalistes qu'ils avaient des inquiétudes concernant les projets de Boulogne-Billancourt depuis plus d'1 an, mais qu'il manquait du pouvoir de levier interne pour imposer la transparence. Dans les 72 heures, l'audit judiciaire indépendant que Martine Delorme et Camille Nguyen avaient déjà commencé à préparer discrètement est devenu officiel et public. Dans les 3 semaines, le parquet national financier a ouvert sa propre enquête sur les transferts vers les sociétés écrans de Guillaume Arnaud. Et Guillaume a été placé en congé administratif avant d'être formellement licencié et plus tard inculpé de plusieurs chefs d'accusation de fraude électronique et de détournement de fonds. Bernard de Sinclair, confronté à la fois aux conclusions de la fraude et à une révolte des actionnaires pour ne pas l'avoir décelé, a été contraint par le conseil d'administration et mon conseil d'administration, désormais de démissionner de son poste de PDG en moins de 2 mois. Ces décennies de contrôle familial discret sur l'entreprise que son père avait bâtie se terminaient. Pas par un scandale de son propre chef, exactement, mais par les conséquences de celui qu'il avait laissé se produire sous sa surveillance, pendant qu'il était trop occupé à me considérer comme un arrangement temporaire. Le monde d'Evelyne s'est effondré presque aussi rapidement. L'hôtel particulier de l'île Saint-Louis, s'est-il avéré, avait été utilisé comme garantie de prêt dans l'un des montages de sociétés écrans de Guillaume, une chose que Bernard avait approuvée sans en informer sa fille. Et il a été saisi dans le cadre du gel des avoirs qui a accompagné l'enquête pour fraude.
Ses comptes personnels, dont plusieurs comme l'a révélé l'audit avaient reçu des transferts des mêmes entités écrans sous enquête, ont été gelés dans l'attente d'un examen. La femme qui m'avait dit que j'étais un arrangement temporaire, dont la mère m'avait dit que j'avais toujours su quelle était ma place, s'est retrouvée exclue de la fortune même autour de laquelle elle avait construit toute son identité en l'espace d'environ 4 mois. Je l'ai revue une fois après cette nuit-là sur les bords de Seine, à l'extérieur du palais de justice de Paris, lors d'une des premières audiences. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, fatiguée d'une manière que l'argent avait toujours réussi à cacher auparavant. Elle m'a demandé doucement, sans aucune de ses anciennes certitudes, si j'avais tout planifié, si j'étais au courant pour la fiducie depuis le début et si je l'avais épousée pour cela. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'avais découvert l'héritage volé de mon grand-père la même semaine où elle m'avait remis les papiers du divorce autour d'un café, et que si quoi que ce soit, ce timing était la preuve de la façon dont je n'avais jamais rien compris à ma propre famille. Et de tout ce dont ma mère m'avait discrètement protégé. Jusqu'au moment où me protéger a cessé d'être le bon choix. Je veux vous dire ce qui est arrivé aux personnes qui comptaient le plus dans cette histoire, parce que je pense que c'est la partie qui vaut la peine d'être retenue. Claire vit toujours à Créteil, bien qu'elle me laisse enfin l'aider avec les fonds pour les études de ses enfants, une chose sur laquelle elle s'est battue avec moi pendant des semaines avant de finalement admettre qu'elle était fatiguée de tout faire toute seule. Martine Delorme dirige toujours son cabinet dans le centre, et elle est devenue un peu comme une famille pour moi, le lien vivant le plus étroit que j'ai pour comprendre qui était vraiment ma mère avant ma naissance. J'ai utilisé une partie de la fiducie pour créer un fonds de bourse d'études à l'école publique de Créteil, où ma mère a enseigné pendant 31 ans, nommé en son honneur. Pour une femme qui a passé toute sa vie à protéger discrètement les personnes qu'elle aimait sans jamais en demander le moindre crédit. J'ai pris un rôle de contrôle, mais beaucoup moins tape à accent Graveleuil, dans ce qui reste du groupe de développement Sinclair. Travaillant désormais aux côtés de Hugues Renard et de Juliette Perrault pour reconstruire la réputation de l'entreprise auprès des investisseurs que Guillaume Arnaud et Bernard de Sinclair avaient discrètement trahis. Parce qu'il s'avère que je suis en fait doué pour ce travail et que je l'ai toujours été, même quand on me faisait me sentir comme un invité dans ma propre carrière. Et parfois, les tranquilles matins de dimanche, je conduis jusqu'au cimetière de Créteil où ma mère est enterrée à côté de mon père. Et je m'assieds là pendant un moment, et je lui dis que je comprends enfin pourquoi elle a gardé cette vieille carte de débit fissurée en état de marche pendant 25 ans, attendant le moment exact où j'en aurais le plus besoin. Elle m'a toujours connu mieux que je ne me connaissais moi-même. Si cette histoire vous a touché comme je le pense, assurez-vous d'être abonné car il y en a une autre qui arrive la semaine prochaine que, je vous le promets, vous ne voudrez pas manquer. Et si vous avez votre propre histoire à propos d'un secret de famille qui a finalement été révélé, je veux l'entendre dans les commentaires ci-dessous. Donnez un j'aime à cette vidéo avant de partir. Cela aide sincèrement cette chaîne à continuer à raconter ses histoires. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin des personnes qui vous protègent discrètement, car parfois vous ne découvrez combien elles ont sacrifié que lorsque c'est la seule chose qui vous sépare de tout recommencer.